Plus besoin d'aller étudier en Europe, aux États-Unis ou au Canada. EISA certifié ISO 21001 version 2018 et ISO 9001 version 2015 vous offre des formations de qualité. EISA, c'est plus de 80% des diplômes opérationnels, licences et masters accrédités CAMES. Nous pouvons avoir les mêmes formations que nous avons en Europe, nous pouvons bénéficier des mêmes formations et dans les mêmes conditions, avec bien sûr un surcoût, quelque chose de moins cher et adapté à notre environnement. Cours en ligne disponible à l'ISA. Possibilité de payer la scolarité avec des produits agricoles. 50% de réduction des frais d'inscription. Site web www.esatogo.com. EISA, le label des diplômes de qualité. Ça fait 3 mois que le Togo a changé de constitution, 2 mois que Madame le Premier ministre a démissionné, donc le Togo n'a plus de gouvernement depuis 2 mois, et 1 mois que le monsieur Nathiaba Malik était passé sur notre plateau ici, nous rassurant qu'un nouveau Premier ministre sera bientôt nommé par le président et donc un gouvernement. Mais après tout ça, il n'y a rien jusque-là. Qu'est-ce qui cloche? Pourquoi ça traîne? Quelles sont les conséquences que ça peut avoir ou bien que ça a commencé même déjà à avoir? Est-ce que la nouvelle constitution continue toujours peut-être de créer des malaises? On va voir ce soir avec notre invité du soir. On va passer en revue toutes ces questions. Et ce soir, j'ai l'honneur d'avoir une fois encore ici sur ce plateau Monsieur Luc Abaki, analyste politique qui n'est plus à présenter. Luc, bonsoir. Roger, bonsoir. Bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de Vox Africa. Ok. Luc, le 21 mai, le gouvernement d'Obé a démissionné, laissant le pays sans gouvernement, donc depuis 2 mois. Dans la foulée, Malik Nathiaba, qui était sur notre plateau ici le 25 juin précisément, nous a annoncé la nomination d'un futur Premier ministre très prochainement. Et puis 1 mois après, il n'y a rien. Qu'est-ce qui clocherait? C'est quoi le problème? Alors, me poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas, c'est de donner la légitimité, la compétence de pouvoir me prononcer à la place du président de la République. En tant qu'analyste politique, vous enfin, bien oui, ce costume. Je pense que cette question revient en tout cas de droit à celui à qui, en tout cas qui a entre les mains le destin du peuple togolais. Néanmoins, en tant que citoyen togolais, comme vous le dites, analyste, observateur, ayant des aspirations légitimes en tant que citoyen, je pense être quand même fondé à analyser peut-être l'impact de l'impasse sur la société, sur la gouvernance d'État et en lien avec la pratique habituelle et la célérité qu'on connaît partout dans le monde. Et donc, je pense que c'est vrai, pour un pays qui n'est pas encore, qui n'a pas une économie consolidée et qui est en train de se chercher sur plusieurs points à la fois, il est de bon ton qu'on puisse disposer de toutes les institutions, qu'elles soient fonctionnelles, qu'elles soient opérationnelles, et qu'elles puissent donner des résultats probants, d'autant plus que le besoin d'organiser la société et d'assouvir tout ce qui est lié aux besoins vitaux de la société est réel, et donc à partir de ce moment-là, bien sûr, on est bien fondé de s'inquiéter du fait qu'il y ait cette impasse-là, parce que l'impasse en lui-même a un effet psychologique terrible dans l'esprit du citoyen, d'autant plus que lorsque vous ne savez pas où vous voulez aller, si vous n'avez pas des repères dans votre vie, que ce soit à une dimension personnelle ou collective, la conséquence, elle est là parce que vous n'êtes pas décidé à agir. Et lorsque vous n'agissez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas actif. Vous vous engluez dans une forme d'impasse qui, malheureusement, ne va pas donner des résultats permettant de construire vers la richesse nationale. Est-ce que c'est si inquiétant que ça, lorsqu'on sait quand même que le gouvernement sortant a su, par exemple, les affaires courantes, comme on dit souvent? On dit bien expédier les affaires courantes. Ça signifie quoi concrètement? Ça veut dire qu'on confère à des personnes qui ne sont plus investies des pouvoirs pleins, mais donc de liquider ce qui est courant. Or, c'est la prospection en fait qui permet à un État de fixer le cap et de poser des pas vers sa métamorphose progressive. Et la société elle-même s'en tient au leadership du dirigeant, c'est-à-dire à la vision qu'il définit et au pas qu'il pose chaque jour un peu plus. Lorsque vous êtes à un poste de responsabilité, où vous n'avez pas des missions précises, où vous n'avez pas la marge d'action nécessaire pour dérouler
justement la vision qui vous est conférée, évidemment, vous n'êtes pas actif et vous ne pouvez pas être rentable. Donc, ça veut dire que lorsque vous êtes dans un contexte de liquidation des affaires courantes, votre marge est drastiquement réduite. Et de ce point de vue-là, vous ne pouvez pas, par exemple, dans le contexte d'un ministre, vous ne pouvez pas prendre un arrêté ministériel, vous ne pouvez pas engager certaines dépenses pour dérouler, justement, la mission qui vous est conférée. Or, il y a des feuilles de route qui sont définies, donc, pour les ministres, etc. Et donc, dans un tel contexte, ni vous, ni vos collaborateurs, ni la population qui est la destinataire ou le destinataire, justement, des actions que vous menez, ne saurait s'engager dans des actions déterminantes de sorte qu'on puisse avoir des résultats. Parce que, en vérité, le gouvernant, il est là pour donner des directives, pour définir des pistes, pour donner la voie. Mais en réalité, la richesse nationale, l'activité économique, sociale et politique est menée par les citoyens. À condition, bien sûr, qu'ils aient eu un créneau déjà défini précisément par le gouvernement et que celui-ci se mette à réguler au jour le jour. Si c'est pas le cas, on est dans ce que j'ai appelé l'impasse. Et donc, lorsqu'on est dans l'impasse, ça veut dire qu'on est dans une forme d'attentisme qui n'arrangera ni le dirigeant, ni la population elle-même. D'accord. Dans votre introduction, tout à l'heure, vous avez fait référence à ce qui se fait ailleurs, dans les grandes démocraties. Alors, qu'est-ce qui devrait être fait? Est-ce que dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on devrait avoir peut-être ce futur Premier ministre-là qui devrait peut-être former un gouvernement? C'est vrai qu'il n'y a pas un délai. Je rappelle quand même que selon les mesures transitoires de la nouvelle Constitution, on a jusqu'à 12 mois peut-être pour... Non, écoutez, il s'agit là de gouverner un peuple, de gérer les problèmes liés à la vie d'une société, de contenir des âmes qui aspirent à des résultats légitimes. Vous voyez, nous sommes dans un pays où il y a sur plusieurs indices un certain nombre de difficultés. Vous voyez, vous avez été témoin de ce que aujourd'hui, sur le plan de l'éducation, on est encore des 8 dans les établissements. Vous vous rappelez qu'il y a un proviseur qui a été débarqué de son poste parce qu'il a osé parler des risques de sécurité liés à un bâtiment qui risquait de tomber, etc., etc. Ça veut dire qu'en fait, on est dans le diktat des urgences en ce moment-là. Et il est de bon temps, à partir du moment où le pays dispose des ressources humaines nécessaires, et ces ressources humaines-là, la gestion de l'État consiste justement à répartir ces ressources humaines, à les missionner et à leur donner des tâches spécifiques, de sorte à animer l'activité politique, l'activité économique, l'activité sociale, etc., etc. Et donc, il faudrait une certaine sérénité. C'est une question de bon sens et de raison. C'est vrai que il est du pouvoir discrétionnaire du président de la République de tenir compte de tous les paramètres nécessaires avant d'activer un certain nombre de choses, mais le bon sens et la raison, ainsi que la pratique qui se fait un peu partout, non pas seulement dans les grandes démocraties, mais un peu partout, en tout cas dans les pays organisés, voudrait bien que tout se fasse dans la célérité. Maintenant, il appartient au président de la République d'expliquer au peuple pourquoi, jusqu'à présent, il y a donc ce vide-là, même si il est convaincu que le pays est toujours gouverné, il a pris un certain nombre de dispositions qui sont menées. Il faudrait quand même que le peuple puisse participer à cette animation-là. Sinon, si c'est pas le cas, l'impasse est toujours nuisible et à tout point de vue. D'accord. Le gouvernement de transition, t'as entendu, sera sans doute une préfiguration de ce à quoi pouvait en tout cas ressembler le premier gouvernement de la Ve République avec à sa tête le président du Conseil des ministres. Selon vous, quelles devraient être les caractéristiques de ce gouvernement-là, justement, qui est tant attendu, si le président de la République doit être en phase avec ses promesses de pouvoir amener le Togo vers plus de démocratisation avec un régime parlementaire? Je suis de ceux-là qui pensent que tous les citoyens sont à même, partout où ils sont, quel que soit leur poste, leur position dans la hiérarchie sociale, de contribuer à faire réguler et à évoluer notre société. Et donc, quelle que soit la configuration du gouvernement qui nous sera dévoilée, il y a des attentes qui sont légitimes, notamment dans le secteur de l'éducation, de la santé, des infrastructures, de la lutte contre la faim, l'insécurité, etc., etc. Ça veut dire qu'on a besoin des gens
qui sont rompus à la tâche et qui sont conscients des défis majeurs auxquels notre pays fait face. Parce que les enjeux sont d'autant plus grands que lorsque vous n'êtes pas efficace dans votre système de gouvernance, vous êtes dénudé tout de suite. Parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout ce qui se fait à Azerbaïdjan, en Chine ou dans n'importe quel coin du monde est connu de tout le monde. Voyez-vous? Donc ça veut dire qu'il y a une forme de compétition qui ne dit pas son nom et qui oblige le dirigeant à être efficace et avoir une culture de résultat. D'où la nécessité précisément de faire un tri sur le volet, de sorte que tous ceux-là qui feront partie de l'armure ou de l'armature gouvernementale puissent être des gens qui ont une haute conscience de leurs responsabilités dans la vie et le devenir de chacun des citoyens. Il est de notre habitude, lorsque vous êtes citoyen dans un écosystème sociopolitique comme le nôtre, de ne compter que sur l'État. Parce que, précisément, le gouvernant donne le sentiment qu'on est dans un État providentiel et que, c'est le gouvernant qui trouve les solutions à tous les problèmes. Ça fait que lorsque le gouvernant finance une activité, on dit, ah oui, le gouvernement a fait des efforts, etc. Or, en réalité, cette façon de présenter les choses est très biaisée et extrêmement dangereuse pour le dirigeant lui-même. Parce qu'en fait, celui qui crée la richesse nationale, c'est le peuple, c'est le citoyen. C'est toi et moi, à travers les taxes qui sont perçues et tout. L'État n'a de ressources qu'à la dimension de l'engagement de la population et de chaque individu et qui doit être donc conscient des enjeux ou du moins de la vision qui est définie. Voilà pourquoi il faut mobiliser les consciences autour des idéaux essentiels. D'où la nécessité pour le dirigeant, non seulement de communiquer régulièrement avec son peuple, mais d'être rompu à la tâche, de sorte qu'il donne l'exemple et qu'il serve de modèle pour sa population. D'accord. Alors, Louis Kabaki, il y a un adage qui dit qu'on ne met pas un vin nouveau dans de vieilles huîtres. Est-ce que vous pensez que dans le nouveau gouvernement à venir, selon vous, est-ce qu'il y a certaines têtes dont il faut se passer finalement si on veut faire les choses autrement? Vous m'amenez à personnaliser le débat. Non, je vous ai dit à l'instant, je vous ai dit à l'instant que moi je suis de ceux qui pensent que même partant de rien, vous pouvez de façon magistrale marquer votre passage sur cette terre et quelle que soit la position que vous occupez. Et donc, en fait, l'important n'est pas la nature ou les individus qui seront mis dans une équipe gouvernementale. L'important est la mission et le niveau de conscience que ceux-là ont en ce qui concerne leur responsabilité dans la vie et le devenir de la population. Et donc, qu'il y ait des anciens ou pas, qu'il y ait des nouveaux ou pas, qu'il y ait du sang neuf ou pas, c'est vrai que le besoin de dynamisme, le besoin de renouvellement étant inhérent à la nature de l'homme, il est toujours idéal qu'on puisse renouveler l'énergie de sorte que les nouvelles têtes qui viennent puissent porter un rêve et développer une forme de zèle qui les amène à être plus percutants et avoir des résultats plus probants. Mais il est aussi vrai que l'expérience est un atout, voyez-vous, dans la gestion des affaires à un niveau élevé de l'État. Donc ça veut dire que c'est une forme de mariage qu'il faut savoir faire en fonction justement des engagements que le président de la République lui-même a à prendre vis-à-vis de son peuple, parce qu'il est le seul comptable, parce que c'est de lui que l'on attend des résultats probants. Maintenant, s'il veut à lui seul organiser la société à sa manière, ce qui va compter, en fait, c'est le résultat. Et je pense que il faut bien qu'il soit en mesure de rendre compte à son peuple au fur et à mesure que précisément le temps passe et les pas se posent. Monsieur Luc Kabaki, si nous en sommes à parler en ce moment d'un gouvernement qui n'est pas formé, etc., nous devons rappeler en fait que ça fait partie quand même d'un processus global. Et pour rappel, je dois rappeler que ça fait 3 mois que le Togo, le président de la République a promulgué une nouvelle constitution. Et d'un côté, on a vu le gouvernement qui n'est pas formé. Il y a également d'autres institutions, etc., qui ne sont pas encore mises en place, le Sénat, etc. et tout. Bon. Qu'est-ce qui a fait que le Togo, qui a été si pressé d'opérer des réformes en l'espace de trois semaines pour la Ve République, comparativement, par exemple, au processus qui a conduit à l'adoption de la Constitution de 1992, qui a pratiquement duré 2 ans, on fait ceci en 3 semaines et au bout de 3 mois.
les choses ne sont pas mises en place. Selon vous, ça cache quoi, un malaise? Oui, bon, c'est vrai que c'est un peu paradoxal. Et il faut aussi reconnaître que ce basculement de la 4e République vers la 5e est un chamboulement d'un niveau extrêmement élevé. Et cela demande, bien sûr, de la part des gouvernants, une capacité à tenir les manettes et à tenir au courant la population, de sorte qu'elle puisse suivre avec beaucoup d'intérêt et d'engagement les pas qui sont en train d'être posés. 3 mois quand même. C'est vrai qu'il a été dit que il y a une phase de mutation progressive qui va prendre 12 mois, mais il faudrait bien, au maximum 12 mois, mais il faudrait bien que chaque jour qui passe, qu'on sente, à tout le moins, la population ait le sentiment qu'elle est en train de faire des pas dans cette métamorphose ou dans cette mue progressive vers la 5e République. D'où le besoin précisément d'avoir en place une équipe gouvernementale qui va embrayer sur la pédale d'organisation ou de la mise en place du Sénat, puisque justement le président du Conseil des ministres ne peut être élu que si les 2 chambres sont mises en place. Donc et donc à partir de ce moment-là, il pourra prêter serment et prendre ses pleins pouvoirs et se rendre suffisamment utile et actif pour l'intérêt de la population. Donc si ça languit autant, on est bien sûr fondé à se poser des questions parce que il n'est pas normal qu'on puisse être dans un vide institutionnel, dans un vide, en tout cas par rapport aux actes qui doivent être posés et qui doivent convaincre les citoyens de ce que le pays est réellement gouverné et que les manettes de l'État sont véritablement tenues par non seulement le président ou le président du Conseil, mais l'ensemble de son équipe qui provoque la dynamique de l'action intérieure du pays. Et donc, à partir de ce moment-là, on est en confiance et c'est ça qui peut cultiver la fibre patriotique et l'envie de servir la cause commune. Vous voyez? Donc, s'il n'y a pas cela, bien sûr que les gens sont dans l'impasse et que c'est justement l'individualisme, malheureusement, qui va régner. Alors, certains commentateurs de la vie politique togolaise estiment que si les choses piétinent encore jusque-là, c'est parce que la pilule de la 5e République ne serait pas passée au sein même du parti au pouvoir, mais je dois rappeler que paradoxalement, cette constitution a été votée quand même unanimement. Est-ce que ça vous semble crédible? Vous avez vu écho de cette... Bon, j'avoue que je n'ai pas des éléments, disons, scientifiques, objectifs qui me permettraient de me prononcer sur ce sujet. Seul, comme je l'ai dit, le président de la République pourrait expliquer pourquoi il y a cette lenteur, pourquoi il y a une forme, c'est comme si les gens sont engouillés, etc. En tout état de cause, le vide laisse place à des supputations, à des suppositions, à la limite même à du charlatanisme. Voilà pourquoi il faut toujours contenir l'esprit du citoyen. Il faut toujours l'orienter et l'alimenter avec des actes précis qui montrent clairement la vision du président de la République ou en tout cas du dirigeant et qui montre qu'il est déterminé à agir avec l'intimité, en tout cas la complicité de sa population. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de communication autour, il n'y a pas d'action déterminante, les institutions ne sont pas mises en place, on est dans un vide qui laisse place à toutes les supputations nécessaires. Et ça, c'est très grave parce que ça déstructure et ça démobilise, si vous voulez, la dynamique unitaire indispensable pour créer une nation et pour focaliser les attentions autour des idéaux essentiels permettant de vivre ensemble. Luc Abaki, le 12 juillet dernier, il y a eu un fait, ça y est, soit 2 mois après l'adoption, la promulgation, plutôt j'allais dire, de la nouvelle constitution par le président de la République. Le ministre Bahara était devant le corps diplomatique et le moins qu'on puisse dire, c'est que d'après lui, cette rencontre a permis de lever certaines interrogations, de rassurer la communauté diplomatique sur le processus de mise en œuvre de la nouvelle constitution togolaise dans une dynamique de transition en douceur vers un régime plus démocratique. Faudrait-il voir les signes d'un malaise qui ne dit peut-être pas son nom au sein du corps diplomatique? Mais c'est intéressant quand on voit le ministre de la fonction publique, le ministre Bahara, à qui je fais d'ailleurs un coucou au passage, s'organiser pour expliquer
au corps diplomatique accrédité dans notre pays les tenants et les aboutissants du processus de mutation et de basculement du Togo de la 4e République vers la 5e. Mais ce que nous aurions aimé et qui est idéal, c'est que cette démarche soit faite d'abord vis-à-vis de la population. Parce que la redevabilité du dirigeant se ressent et s'observe d'abord et s'évalue d'abord vis-à-vis de la population. Parce que c'est à la population d'abord qu'il faut rendre compte, oui, c'est-à-dire que quand vous parlez des consultations, c'était dans la perspective du vote, ou du moins, en tout cas du vote de la nouvelle constitution. On est d'accord? Et donc, si il y a une nouvelle constitution qui a été votée et qu'il y a d'autres démarches qui doivent être faites pour que cette constitution-là rentre de plein pied dans la gouvernance d'État et que chaque citoyen se dise que désormais nous sommes véritablement dans la 5e République et voici ce que moi, en tant que citoyen, mon dirigeant attend de moi et ce que j'attends du citoyen, cela suppose qu'il y a une démarche pédagogique au-delà du vote en question qui permet donc de centrer l'esprit des citoyens autour de toutes les démarches qui doivent être faites. Voilà pourquoi, parce que c'est faute de cette démarche que nous sommes obligés de parler aujourd'hui d'impasse et de consacrer une émission entière justement à ce sujet. Imaginez, nous quand même, on est suffisamment introduits. On nous appelle les leaders d'opinion, journalistes, etc. On a la chance d'être en contact avec certaines personnes, des décideurs, etc. Imaginez la masse, l'écrasante majorité de la population qui vit dans les milieux ruraux, etc. et qui, en réalité, ne sait pas à quoi s'en tenir. Donc, c'est pour dire que si nous n'avons pas l'information nécessaire pour ensuite la répercuter, la redistribuer pour les consommateurs que sont les citoyens, imaginez donc le niveau d'ignorance dans laquelle l'ensemble de la population se retrouve. Et c'est en cela que je trouve que c'est quand même dramatique. Luc, je veux citer deux personnalités, donc le ministre Jubert Bahara, dans le sens de ce que vous dites tout à l'heure en disant que même si les leaders d'opinion eux-mêmes n'ont pas accès à l'information qu'il faut. Je vais commencer d'abord avec Malik Nachaba le 25 juin ici sur ce plateau qui disait, concernant cette période justement, c'est une période qu'on peut qualifier de passage de relais entre les institutions de la 4e République et celles de la 5e République, mais ce n'est pas vraiment une période qu'on qualifierait de transitoire. Alors Bahara, lui, quand il était sorti, le ministre Bahara, quand il était sorti le 12 juillet dernier, il disait « Nous sommes dans une période de transition. La nouvelle constitution prévoit une période de transition de 12 mois ou plus après sa promulgation. » Et je m'arrête là-bas, tout simplement. Alors, il y en a un qui parle de l'autre. Quelqu'un dit c'est pas vraiment une transition, l'autre est formel, c'est une transition. Est-ce que eux-mêmes, à l'heure du est-ce que eux-mêmes ils comprennent la Constitution? Ou bien ils s'embrouillent pas beaucoup? Vous me soumettez à un exercice oratoire où je dois maintenant donner la valeur sémantique de chaque mot et de chaque expression. Mais écoutez, il y a une chose qui est certaine, c'est que on est dans une forme de mue progressive. C'est-à-dire que il y a eu une césure par rapport à l'application de la 4e République et on a décrété l'arrivée d'une 5e République. Entre les deux, justement, il y a un passage. Et c'est le mécanisme de passage entre les deux qu'on est en train de décrire ici. Que ce soit qualifié de transition ou de relais, ou bien comment vous avez... Oui, c'est ça. Voilà, de passage de relais. Ouais. Tout ça, c'est des expressions, c'est des formules qu'on trouve genre, pour faire passer la pilule, si vous voulez. Mais en tout état de cause, il aurait été intéressant qu'au sommet de l'État, qu'il y ait une concordance sur les éléments de langage à servir à la population. Parce que s'il y a le doute, s'il n'y a pas de concordance, s'il n'y a pas d'harmonie, s'il n'y a pas de dynamique unitaire autour du langage qu'il faut tenir vis-à-vis de la population, bien sûr que le doute va s'installer et puis donc chacun va aller dans le sens qui lui semble juste et vrai. Dans un tel contexte, on sera très loin de la perspective de mise en place des fondamentaux qui permettent de créer une nation et ensuite de focaliser les esprits des citoyens autour de l'objectif essentiel qui est de construire une nation solide, prospère et qui puisse répondre aux standards internationaux d'un pays qui est en évolution. Luc Kabaki, ici nous avons tout oublié de cette émission. Qu'est-ce que nous gardons en 30 secondes? En 30 secondes, c'est qu'il faut que nos gouvernants revoient leur système de communication.
C'est très important parce qu'en fait, vous ne pouvez pas mobiliser des consciences. Vous ne pouvez pas avoir la prétention d'avoir les manettes de l'État et de gouverner un pays avec décence, déférence et rigueur si vous n'avez pas la preuve de passer le message le plus utile et le plus intéressant pour la population. De sorte que cette population-là se mobilise autour de vous, vos actions, et qu'ils agissent dans l'intérêt supérieur de la nation. Il faut donc donner soif et faim à la population en ce qui concerne la denrée intellectuelle. Quelle information? De sorte à l'orienter et qu'il n'y ait pas une forme de démobilisation qui est très préjudiciable donc pour nos sociétés. Donner soif et faim à la population, rassurez-vous, pas sur le plan alimentaire, mais sur le plan intellectuel. Et sur ce, moi aussi, je vous donne faim et soif pour le prochain numéro d'Écho du Togo, dont je ne vais pas dévoiler le nom. On se retrouve tout simplement la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue toujours de se souvenir de vous. Continue toujours de se souvenir de vous. Continue toujours de se souvenir de vous. Continue toujours. Vous avez suivi l'émission Écho du Togo avec l'École supérieure des affaires ESA. ESA, le label des diplômes de qualité.